Donc merci d'être là et c'est à vous maintenant. Alors vous allez faire le show au milieu. Ça va se mettre en route tout seul normalement. Essaye-toi. Ah ouais. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de nous laisser la parole. On est ravis d'être là aujourd'hui à Montpellier. Donc comme vous l'avez précisé, on est Arthur et Hélène, on a 25 et 27 ans. Et aujourd'hui, on va vous présenter une conférence autour des ruptures des jeunes diplômés face à l'urgence écologique et sociale. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous en ont déjà entendu parler, notamment avec tous les discours récents en ce début d'année 2022 à l'AgroParisTech, à HEC, à l'ENS aussi, à Polytechnique. Voilà, on va vous parler de ça aujourd'hui. On ne va pas en dire beaucoup plus pour l'instant. On avait envie de commencer cette conférence en vous projetant une vidéo qui a déjà 4 ans, une vidéo extraite d'une remise de diplôme en 2018, d'un jeune diplômé qui s'appelle Clément Chouane à Centrale Nantes. Et vous allez voir que cette vidéo, elle est toujours plus d'actualité. Alors, je crois qu'on a un prompteur. Ah, c'est bon. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Albert Camus. Voilà maintenant 2 mois que j'ai fini mes études. Ça y est, je suis ingénieur, je suis diplômé. Youpi, comme ils disent dans la chanson. Les gens me demandent souvent « Et toi, en fait, t'es ingénieur en quoi ?» Et là, tout de suite, un malaise. Je ne sais pas quoi leur dire. Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. Si on simplifiait quelque peu la situation, un ingénieur serait aujourd'hui celui qui doit trouver des solutions aux problèmes qu'on lui pose, sans remettre en cause jamais ce qu'on lui demande. C'est pas son rôle, on ne lui demande pas son avis. Cette vision, je la trouve étriquée. Évidemment, j'aime trouver des réponses, mais il m'apparaît primordial de comprendre les questions, prendre un certain recul, de la hauteur pour saisir les enjeux qui sous-tendent nos difficultés et prioriser nos actions. L'éthique, c'est ce que doit retrouver l'ingénieur, pour ne pas perpétuer les erreurs du passé et du sacro-saint progrès, qui devrait et pourrait toujours nous sauver. Je vous rappelle par exemple que nous, ingénieurs, sommes les géniteurs de l'obsolescence programmée. Alors, quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, quand la ville de Nantes bouillonne d'idées et d'initiatives pour améliorer les choses, mais que mon école est à la traîne, quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s'immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Je doute et je m'écarte. Merci beaucoup. On a le... Donc pour recontextualiser un petit peu ce discours, c'est Clément Chouane l'a fait donc en 2018 lors de sa remise de diplôme d'une école d'ingénieurs, Centrale Nantes. 2018, c'est une année très charnière. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous s'en souviennent. Il y avait eu toutes les marches pour le climat qui ont rassemblé des dizaines de milliers de jeunes dans les rues, et pas que des jeunes. Il y a eu la fameuse démission aussi de Nicolas Hulot, qui a été très médiatisée. Vous avez eu aussi le fameux manifeste étudiant pour un réveil écologique. C'est un texte fort qui a été signé par plus de 30 000 étudiants dans les grandes écoles, réclamant à la fois des formations à la hauteur des enjeux, et puis bien sûr, qui refuse de travailler dans une entreprise qui n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux. Moi, à ce moment-là, pour un peu contextualiser, je suis dans la salle quand Clément se fait ce discours, parce que je suis à ce moment-là en 2e année à Centrale Nantes, donc dans la même école. Et Clément, il met des mots exactement sur ce que je ressens, quoi. Beaucoup de dissonance. En intégrant Centrale Nantes, une année auparavant, j'ai cofondé une association qui existe toujours, qui s'appelle Together for Earth, qui vise à rassembler en fait les étudiants autour de ces thématiques, à faire en sorte de passer à l'action tous ensemble. Aujourd'hui, il y a à peu près une 50aine de pôles au niveau national. Et à ce moment-là, en 2018, notre gros combat avec l'école, c'était de réussir à mettre en place le tri sur le campus. Pour vous dire à quel point on était loin des enjeux et on avait du mal à le faire. Clément fait son discours, 1 million de vues en quelques jours, ça circule énormément, à la fois dans les grandes écoles, dans les universités aussi. Et on se rend compte qu'effectivement, il met le doigt sur 2 dissonances très fortes que nous, on est très nombreux à ressentir. Une dissonance vis-à-vis de nos formations. On avait chaque semaine 2 heures de RSE par semaine, donc responsabilité sociétale des entreprises, où on nous parlait des limites planétaires, des enjeux climatiques.
des limites aussi de la croissance infinie. Et puis à côté, on avait des cours où on nous expliquait les moteurs à combustion, où on expliquait aussi l'artificialisation des sols, la nécessaire artificialisation des sols. Donc beaucoup de dissonance vis-à-vis de nos propres cours, et puis beaucoup de dissonance aussi vis-à-vis des métiers vers lesquels on nous formait. Comme le disait Clément, ici dans son discours, il y avait une vingtaine de partenaires majeurs avec l'école, des grands groupes à fort impact carbone, et c'est un peu la voie royale vers laquelle on nous destinait. Donc beaucoup de dissonance très forte, pour recontextualiser un peu, et on va rentrer plus dans le détail ensuite, mais je vais laisser Hélène prendre la suite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, au moment où Clément fait son discours, j'ai quelques années de plus. J'étais déjà en train de finir mes études d'école de commerce et j'étais en stage de fin d'études dans une agence de tourisme justement. Et en fait, ce stage de fin d'études, donc de 6 mois, je l'ai effectué dans une entreprise qui vend des voyages en ligne à prix réduit sur des ventes flash. Et donc j'étais bras droit du directeur. À la fin de mon stage, on m'a proposé d'être embauchée en CDI et j'ai refusé cette offre pour 2 raisons. Par manque principalement de sens. Mais ce sens-là, je ne le trouvais pas à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est sur le plan méta. Ça veut dire que l'entreprise, selon moi, contribuait au dérèglement climatique et aux injustices sociales en cours, dans le sens où on vendait des voyages qui étaient toujours plus loin et toujours plus courts. Pour faire plus de marge, il fallait vendre à la fois l'hôtel et le vol. On proposait des offres très attirantes, comme par exemple un week-end à New York. Et en fait, déjà à l'époque, je trouvais que ça faisait pas sens de proposer ces offres-là, d'autant plus qu'on les proposait à prix bradé et très régulièrement. C'était des offres qu'on poussait plus sur le site que des offres de tourisme local, par exemple. Et le deuxième niveau sur lequel j'ai pas trouvé de sens, c'était sur la partie sens plus personnel, plus individuel. Mes missions étaient très minime, je travaillais sur des fichiers Excel, je voyais pas vraiment la finalité de mon travail, et donc ces 2 sujets cumulés ont fait que j'ai refusé l'offre de CDI. Et plutôt que d'aller dans une entreprise du tourisme, j'ai décidé de bifurquer plus vers la grande conso. Donc il n'y avait pas vraiment de sens sur le plan méta non plus, mais au moins j'avais ce sens individuel, j'avais beaucoup de responsabilités. Donc j'étais commerciale en grande distribution sur la région de Nantes. Donc c'est moi qui m'occupais des relations commerciales avec une 50aine de supermarchés et d'hypermarchés autour de la région nantaise. Je travaillais pour une très grande entreprise qui était un très beau nom pour le CV. Donc à 22 ans, j'avais une voiture de fonction, un salaire à 40K, un 13e mois et des RTT. Et beaucoup de reconnaissance, surtout sociale, de la part de mon entourage. Mon école était très fière de moi, c'était bien pour leur stats. Et mes parents étaient très contents. Et surtout rassurés. Seulement, j'avais beau avoir des responsabilités, très rapidement, le manque de sens au niveau méta a ressurgi. Je me rendais compte que je contribuais à faire surconsommer les gens. Plutôt que de leur vendre une lessive, j'essayais de leur vendre la lessive, plus l'assouplissant, plus les perles de linge, pour que le linge sente bon. Plutôt que de leur vendre du dentifrice, je leur vendais du dentifrice, du blanchisseur pour les dents, des bains de bouche et du fil dentaire. Et plutôt que de leur vendre des couches, je leur vendais des couches, des lingettes et tout autre type d'accessoires un peu inutiles. Et en plus de ça, je vendais ces produits-là principalement en lot, en promo, qui contribuaient à tuer les prix du marché et aussi à empêcher aux petits producteurs locaux de se développer. Et en fait, ça, je l'ai fait à Nantes pendant 1 an et demi, donc je me disais que je le faisais à échelle plutôt locale, et puis que bon, c'était 1 an et demi sur le CV, c'était bon pour mon CV. Et en fait, au moment où, pareil, on m'a proposé d'avoir plus de responsabilités, de monter au siège, donc d'avoir cet impact-là au niveau national, à ce moment-là, j'ai démissionné. Et du coup, quand Hélène démissionne, en fait, c'est pas du tout un cas isolé. On est très très nombreux à ce moment-là. On sent une lame de fond en 2019, en fait, une lame de fond dans les écoles, chez les diplômés comme Hélène, mais aussi chez les étudiants. Moi, je me rends compte autour de moi, avec Together for Earth, on avait des retours un peu dans tous les pôles, dans toutes les universités et écoles dans lesquelles on était présent. Et effectivement, une vraie quête de sens, une vraie quête d'impact de la part des étudiants qui cherchaient vraiment à trouver leur place dans la société. Je me rends compte qu'autour de moi, certains sont poussés par cette quête de sens à prendre des choix qui ne sont pas forcément compris.
des choix de rupture. Des choix de changement de cap, on va dire, dans leur voie toute tracée. Et ces choix-là ne sont pas forcément compris ni par l'entourage, ni par les écoles, ni par les entreprises. Moi, à ce moment-là, je suis en 2e année à Centrale Nantes et j'ai le choix de faire une année de césure. Et moi-même, mes questionnements ne sont pas forcément compris par mes propres parents. Je me dis, OK, il faut que je prenne 1 an de césure pour parler de ce phénomène et parler de ce qu'on vit de l'intérieur. Donc, du coup, je me suis lancé dans la réalisation d'un documentaire qui s'appelle Rupture, où j'ai suivi pendant 1 an 6 jeunes, dont Hélène, et aussi d'autres jeunes issus des grandes écoles pour le coup, donc HEC, Sciences Po, Centrale. Il y a un jeune qui n'a pas fait de grande école, qui a arrêté juste après le bac, mais vous aurez accès au film après les 2 jours de séminaire, donc vous pourrez regarder un petit peu tous ces profils. Ce qui m'a poussé à faire le film, c'est un témoignage d'une amie à moi, très proche à Centrale Nantes, qui, quand elle s'engage en 2e année, elle décide de faire son stage dans l'associatif, dans une association qui s'appelle La Bascule, où en gros, pour faire simple, ils se sont réunis à plusieurs dizaines de jeunes issus de différents parcours pour se consacrer à temps plein aux enjeux de la transition. Et ils ont décidé de faire ce stage-là plutôt que d'aller travailler dans un grand groupe, justement dans l'industrie. Et quand Emma a fait ce choix, son père n'a absolument pas compris. Pour lui, c'était un échec. Et du coup, il a décidé d'arrêter de lui parler pendant 6 mois. Et je me suis dit, OK, les ruptures qu'on prend quand même ne sont pas forcément comprises et il y a des conséquences parfois sociales assez fortes. Alors pour la suite, on a choisi de vous présenter justement l'extrait d'Emma où elle nous raconte un petit peu ce qui s'est passé avec son père. Quand j'ai décidé de m'engager à La Bascule, mon père ne l'a vraiment pas accepté. Pour lui, s'engager à La Bascule était quelque chose d'un petit peu marginal, alors que lui voulait ce qu'il considérait être la réussite pour moi, c'est-à-dire aller dans de grandes entreprises, faire un parcours qui pourrait me permettre de gagner un maximum d'argent. Donc sa première réaction a été d'essayer de m'empêcher. Ensuite, quand il a vu que c'était pas possible de m'en empêcher, on a un petit peu arrêté de se parler pendant une bonne période. J'ai quand même pas mal réussi et à l'école et dans le sport. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration de ma famille, et notamment de mon papa et de mes grands-parents. Et en fait, quand j'ai commencé à m'engager dans l'associatif, ce qui voulait aussi dire que j'arrêtais un petit peu les études, que j'allais pas aller dans une entreprise et continuer la réussite sur laquelle je m'étais lancée, qui cautionnait tous énormément, et j'ai eu l'impression de énormément d'un coup de descendre dans leur estime. Mais vraiment, enfin, je le sentais, quoi. Et ouais, ça a fait un peu mal de voir que on avait arrêté de m'admirer, quoi. Donc moi, un peu comme Emma, ce que vous venez de voir, au moment où j'ai démissionné de mon emploi dans la grande distribution, mes parents ont été assez inquiets et assez déçus, d'autant plus que j'ai démissionné pour finalement lancer un projet qui ne considérait pas comme un projet de réussite. C'est que j'ai lancé une conserverie anti-gaspillage au Mans. Donc plutôt que de pousser les supermarchés à consommer plus et à vendre plus et à produire plus, j'allais en bout de chaîne et je récupérais les fruits et légumes qui n'avaient pas été vendus, qui pourrissaient, pour les transformer en confiture et les revendre dans une économie circulaire locale autour du Mans, dans les épiceries anti-gaspi, les épiceries vrac. Et donc c'est un projet que j'ai mené avec une associée qui s'appelle Séverine. Le projet fonctionne encore très bien aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'il a été lancé. Aujourd'hui, les confitures sont disponibles dans plus de 15 points de vente. Vous ne les trouverez pas ici parce qu'on est resté sur du niveau local, donc elles seront distribuées que autour du Mans. Mais si un jour vous passez au Mans, n'hésitez pas à aller chercher les confitures 28%. Et donc aujourd'hui, c'est Séverine qui gère ce projet à temps plein, puisque en septembre 2021, le film Rupture est sorti. Et à ce moment-là, avec Arthur, on s'est mis à 100% disponible sur la diffusion du film. C'est un film qui a eu beaucoup d'écho, notamment dans un premier temps auprès des écoles. Donc là, ça fait 1 an qu'on sillonne un peu la France. On a fait plus de 200 projections auxquelles on a assisté et auxquelles on a animé des échanges post-projection. Et parmi ces 200 projections, il y en a plus d'une centaine auprès de lycéens, d'étudiants et d'étudiants de grandes écoles et d'étudiants de la fac. Donc ça nous a permis de rencontrer plus de 25 000 étudiants à ce jour, dont également des responsables pédagogiques de cursus, des directeurs de formation.
Donc ça nous a aussi permis d'avoir aujourd'hui un bon recul sur à la fois ce qui se passe dans les écoles, comment les écoles se transforment pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques, et à la fois comment les étudiants et étudiantes réagissent face à ce phénomène-là. Et du coup, en rencontrant ces 25 000 étudiants, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a vraiment deux caractéristiques fortes. La première, c'est une grande anxiété vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis du dérèglement de la biodiversité, enfin tous les enjeux écologiques qu'on traverse, et sociaux aussi. Cette anxiété, on l'a ressentie énormément, et c'est complètement en corrélation d'ailleurs avec une étude qui est sortie il y a 1 an, peut-être que vous l'avez vu passer aussi, qui est une étude qui a été publiée par The Lancet Planetary Health, qui en fait révèle qu'en France, 75% des 16-25 ans considèrent l'avenir comme effrayant. Voilà. C'est énorme. Aux Philippines, c'est 92% de ces jeunes-là. Donc c'est pas uniquement un problème de riches. Donc nous, on a vraiment ressenti cette anxiété. Et il y a une deuxième peur qu'on a ressentie, qui est peut-être moins évidente, qui est en fait la peur des étudiants de ne pas trouver leur place dans la société. La peur de ne pas réussir à avoir un travail qui soit en accord avec leurs propres convictions, d'une part, mais la peur aussi de se faire un peu happer par un système qui va les broyer petit à petit, où voilà, ils vont avoir, comme le disait Hélène, un beau salaire, une belle voiture de fonction, une belle reconnaissance sociale, et du coup, ça va plus les pousser à se questionner. Voilà. Donc nous, on trouve que c'est une peur qui est très saine, parce que finalement, du coup, ça les oblige quotidiennement à se questionner sur leur place dans la société et à être sûr d'être alignés avec leurs propres convictions. Et en même temps, cette peur-là, elle est aussi très légitime, parce que c'est une génération, la génération là, qui est en ce moment en train de terminer ses études, donc on appelle ça parfois la génération Z. C'est une génération qui a vu ses parents faire une carrière entière dans une entreprise et parfois finalement se faire licencier à 55 ans sur un simple mail. C'est une génération aussi qui a vu leurs grands frères et grandes sœurs de la génération Y essayer de transformer les entreprises de l'intérieur, essayer de se battre et finir en burn-out. Donc c'est une génération qui est extrêmement méfiante du monde de l'entreprise. Et il y a quelque chose qui a contribué à accroître ce manque de confiance des jeunes vis-à-vis du monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est 10 ans de greenwashing comme rouage essentiel de la communication des entreprises. Aujourd'hui, le greenwashing qui a été utilisé pendant des années ne fonctionne plus, et au-delà de ça, le greenwashing est extrêmement décrié. Cette jeunesse-là, cette génération-là a des icônes, des personnes qu'elle admire beaucoup, comme par exemple Jean Covici, qui est le cofondateur du Shift Project et de Carbone 4. Et Jean Covici passe son temps sur LinkedIn à dénoncer les initiatives de greenwashing qu'il voit passer. C'est pareil pour le mouvement Pour un réveil écologique, qui est le mouvement qui a écrit le manifeste pour un réveil écologique en 2018, dont Arthur parlait tout à l'heure, qui l'année dernière, par exemple, au moment de l'Avent, juste avant Noël, a créé le calendrier du vent. Donc c'est un calendrier, en fait, tous les jours, plutôt que d'offrir un chocolat ou un Lego, il dénonçait une action de greenwashing qui avait été mise en place l'année précédente. Donc aujourd'hui, le greenwashing, en plus d'être décrié, est extrêmement médiatisé, presque tourné en ironie. Et donc les jeunes aujourd'hui ont extrêmement peur de se retrouver dans une entreprise qui utilise ce procédé. Et donc plutôt que de prendre ce risque-là, beaucoup de jeunes se détournent vers les plus petites structures et fuient les grandes entreprises. Pour vous donner un chiffre qui est quand même très parlant, c'est que dans les 5 plus grandes écoles d'ingénieurs de France, il y a 5 ans, 75% des étudiants rejoignaient des grands groupes à la fin de leurs études. Aujourd'hui, c'est 75% des diplômés de ces écoles-là qui rejoignent des petites structures, des TPE-PME, ou qui créent leur propre asso ou leur propre structure. Donc là, ce qu'on entend souvent, c'est « oui, mais attendez, regardez, vous nous dites que cette jeunesse est conscientisée, qu'elle va marcher pour le climat, et à côté, il n'y a jamais eu autant de consommation d'ultra fast fashion, avec des marques comme Shein, qui vendent des pulls fabriqués à l'autre bout de la planète pour 8 €. Il n'y a jamais eu autant non plus de quêtes de voyage loin de la part de cette jeunesse-là, et d'ultra-consommation, finalement. Et on en est tout à fait conscient de tous ces paradoxes. Nous-mêmes, on est plein de paradoxes et plein d'incohérences, comme tout le monde dans cette salle. Ce qu'on invite à faire généralement, c'est de se mettre aussi à la place de cette génération. Imaginez aujourd'hui, vous avez 15 ans, vous êtes, 15 ans, c'est en seconde peut-être, vous venez de rentrer au lycée, 15-16 ans, et on vous rabâche quotidiennement, pendant 8 heures, que la priorité, c'est d'apprendre les cours, d'apprendre les maths, le français, la physique. Alors qu'à côté, vous entendez, vous voyez les incendies, vous voyez les canicules, vous voyez les pénuries d'eau cet été en France, vous entendez qu'il y a des Pakistanais qui, en ce moment même, meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. C'est quand même assez effrayant, donc vous êtes déjà en pleine dissonance. Et à côté, vous vous baladez dans la rue, on vous propose des billets d'avion pour 8 € pour aller au Maroc. On vous propose justement des jeans qui ont fait 5 fois le tour de la Terre pour 10 €. Imaginez la dissonance dans laquelle vous vous trouvez. Donc forcément, c'est une génération qui est pleine de paradoxes
Maintenant, et c'est ce dont on a envie de parler aussi aujourd'hui, parmi cette génération, il y a de plus en plus de jeunes qui ont ce qu'on appelle, nous, la radicalité, qui est nécessaire. Et c'est vraiment quelque chose de positif. La radicalité, c'est pas le radicalisme, ça n'a absolument rien à voir. La radicalité, c'est quoi? Et j'imagine que beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes déjà aux universités du tourisme durable, beaucoup d'entre vous êtes déjà au courant. La radicalité, c'est le fait d'aller à la racine du problème, en fait. C'est le fait de vraiment explorer son impact, à la fois personnel et professionnel, à travers toutes ses actions. Et nous, on sent vraiment autour de nous cette espèce de lame de fond de la radicalité, avec des jeunes aussi, quand on parle des jeunes diplômés, c'est des jeunes qui estiment qu'ils ont une part de responsabilité face à ce qui se passe, parce qu'ils sont tous très conscients des privilèges qu'ils ont. On est conscient des privilèges qu'on a, d'avoir ce bac plus 5 aujourd'hui qui vaut de l'or sur le marché de l'emploi, et du coup, on sent qu'on a une responsabilité de se questionner et de mettre toute notre énergie possible au service du bien commun, tout simplement. Pour un peu illustrer les propos qu'on vient de dire, on a choisi un deuxième extrait du film. Vous allez découvrir cette jeune fille qui s'appelle Aurélie, qui est diplômée d'une école de Polytechnique. Donc voilà, je pense que vous connaissez Polytechnique. Elle a un parcours assez particulier, puisque elle, en sortant de Polytechnique, elle a rejoint déjà une entreprise de conseil en RSE. Donc vous allez me dire, ça fait plutôt sens. Elle a démissionné, et elle va vous expliquer pourquoi elle a démissionné. Et puis elle a lancé un projet de T-Village. C'est un village de Tiny House à Saint-Brieuc. Les Tiny House, c'est des petites maisons écologiques sur roues. Elle a lancé le premier village en fait, de Tiny House en France, à Saint-Brieuc. Voilà. Donc on va voir l'extrait où elle nous explique sa vie, et elle nous explique aussi, et vous allez aussi découvrir sa vie personnelle. Vous allez voir à quel point elle est en accord aussi avec ses convictions. Tu stresses un peu? Non, je suis trop contente. À chaque fois que je vois des petits bébés arriver comme ça, je suis trop contente. Et je fais confiance, il a l'air de savoir ce qu'il fait. La raison aussi pour laquelle j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, c'est qu'en fait, ça m'a fatiguée et j'y croyais plus tellement en l'idée de faire du business, comme on faisait du business, mais un petit peu moins mal. De continuer à vendre nos produits, mais peut-être avec du packaging recyclé ou en essayant par des mesures d'efficacité énergétique, de minimiser l'empreinte carbone, etc. Moi, ça me posait des questions, mais est-ce que ça veut dire qu'on a forcément un impact négatif? Est-ce que c'est pas possible d'avoir un impact positif de par notre activité, notre présence dans le monde? Et moi, ce qui me porte aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est essayer de travailler sur des nouveaux métiers, des nouveaux business models qui, foncièrement, structurellement, de par la manière dont ils sont pensés, ils ont un impact positif sur le monde. Ma cuisine, qui est aussi ma salle de bain ici. Après, il y a des toilettes sèches dans la porte de gauche et la cabine du capitaine. Comme la Tiny, plus c'est petit et plus je me sens bien dedans. Il y a juste l'essentiel, vraiment juste ce dont j'ai besoin. Et du coup, c'est un habitat aussi tout petit qui permet de se recentrer, tu vois, de se ressourcer en énergie par rapport aux grandes maisons où tu as tendance à disperser ton énergie de partout. Hop, petit déj à bord. Au début, le premier déclic, comment j'ai envie d'acheter un bateau, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Je me dis, mais c'est quand même un peu cool de voyager. Et du coup, si tu as envie de continuer à voyager et que tu ne veux pas prendre l'avion, tu apprends à te débrouiller à la voile. Et tu t'imposes un autre rythme aussi. J'étais aussi à ce moment-là dans une quête un peu de lenteur. Enfin, tu vois, le besoin de ralentir un peu dans ma vie. Et du coup, le bateau, c'est ça, c'est l'éloge de la lenteur. C'est prendre le temps de vivre, tu vois, se laisser le temps. Voilà, donc pour nous, cet extrait, il permet d'ouvrir la dernière partie de notre conférence, bien sûr, parce qu'ici on va parler de tourisme durable, donc il fallait quand même qu'on fasse le pont avec le tourisme durable, et je pense que cet extrait fait complètement le pont, justement, une nouvelle manière de voir le voyage, de voir le tourisme aussi. Pour recontextualiser un petit peu le tourisme aujourd'hui, j'imagine que vous êtes déjà très au courant de ces chiffres-là, mais je pense que c'est important de les redonner. Alors ça dépend des études, mais en gros,
Ça représente environ 11% des émissions de gaz à effet de serre en France, l'univers du tourisme, dont 75% grosso modo qui sont uniquement liés directement au transport pour aller vers et revenir de la destination. Donc il y a une importance énorme de revoir absolument notre rapport au tourisme, la manière dont on voit le tourisme aussi, et c'est un peu ce qu'on va vous présenter dans cette dernière partie. Déjà pour commencer, le tourisme, il a on va dire, nous, enfin, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, il a 5 impacts majeurs sur les enjeux écologiques et sociaux. Le premier, bien sûr, c'est le dérèglement climatique. Vous êtes déjà tous très au courant, j'en suis sûr. Un aller-retour Paris-New York en avion, c'est grosso modo 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. 2 tonnes, c'est ce qu'on est censé émettre par an, par habitant, pour rester sous la barre des 2 degrés d'ici 2050. Donc il y a aussi cette notion très importante de dire, ok, est-ce qu'on ne peut pas essayer de voyager moins loin, en prenant plus le temps, comme Aurélie le dit, et pour justement éviter d'émettre trop de gaz à effet de serre. La deuxième dérive que peut avoir un tourisme de masse et non maîtrisé, c'est des impacts sur la biodiversité. On le voit notamment pas très loin d'ici avec l'érosion des sols près des Calanques de Marseille, mais aussi on l'a vu récemment à Maya Bay, la plage la plus touristique de Thaïlande, qui a dû être fermée pendant plusieurs années et qui vient juste de rouvrir à certaines conditions parce que le tourisme de masse avait provoqué une érosion des récifs coralliens. Les kayaks et les nageurs et les plongeurs avaient abîmé ce récif-là et toute la faune marine qui transitait autour de ces coraux. Et donc il a fallu fermer ce site touristique pendant plusieurs années pour pouvoir restaurer les coraux. Le troisième impact, certains d'entre vous l'ont déjà deviné, c'est bien sûr l'impact sur les ressources. On l'a vu cet été, les ressources en eau notamment. Dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, c'est 87 communes qui ont eu des restrictions d'eau, notamment dues en fait à tout l'afflux de touristes, sachant qu'un touriste, ça c'est assez, enfin c'est pas amusant, mais voilà, c'est une donnée assez importante à savoir quand même, consomme en moyenne 230 litres d'eau par jour en France, contre 150 litres d'eau par jour quand il n'est pas touriste. Donc rien que le fait qu'il y ait des touristes présents dans une région déstabilise de facto les ressources en eau présentes dans cette région. Le quatrième levier, c'est sur la pollution. Donc à la fois la pollution lumineuse, la pollution sonore, qui a des gros impacts une fois de plus sur la biodiversité. Je pense notamment aux chauves-souris qui sont très souvent dérangées dans leur hibernation à cause des pollutions lumineuses et sonores, qui doivent fuir parce que les humains se rapprochent trop d'elles et en laissant parfois leur progéniture de côté, ce qui pose des gros problèmes sur le développement des chauves-souris en France. Et en parallèle de ça, il y a aussi la pollution au niveau des déchets. Donc on a tous conscience ici, je pense que certains sites qui sont sur le papier très attractifs sont en train de devenir des grandes poubelles, comme par exemple l'Himalaya ou l'Everest. Et un chiffre très parlant qui m'a assez interpellée, c'est une interview d'une dame qui vit près du Machu Picchu et qui expliquait que chaque année au Machu Picchu, il y a 1 million de visiteurs et qu'en moyenne, chaque visiteur laisse derrière lui 2 à 3 kilos de déchets. Donc en moyenne, ça fait 2 à 3 millions de kilos de déchets à traiter chaque année au Machu Picchu. Et ils n'ont pas les moyens de les traiter aujourd'hui. Et bien sûr, le dernier impact, c'est l'impact social. Un exemple qui est assez parlant, c'est aujourd'hui toutes les crises de logement qu'il peut y avoir dans les capitales européennes, à Paris, à Barcelone, parce que du fait de cette concentration de touristes, les propriétaires de logements préfèrent passer par des sites de réservation à courte durée comme Airbnb, ce qui fait que les habitants, et notamment les étudiants, les habitants les plus précaires, n'ont pas les moyens de pouvoir se loger sur place. Et ça, c'est malheureusement une réalité aujourd'hui, due à ce qu'on pourrait appeler le monotourisme, le tourisme dans des lieux très précis et toujours les mêmes. Peut-être que tu veux enchaîner là-dessus ? Oui, un autre impact social, en effet, comme disait Arthur, c'est sur le fait que dans certains pays, le tourisme devienne une mono-industrie. Donc certains pays deviennent extrêmement dépendants de ce marché-là. Et le jour où ce marché s'effondre, ça pose d'énormes problèmes économiques. Je pense notamment au Sri Lanka, qui a été une destination très prisée pendant plusieurs années et qui, à cause de problèmes notamment de terrorisme, de problèmes de catastrophes naturelles et de problèmes politiques, est devenu un désert touristique depuis 2 ou 3 ans, crise qui a été encore plus intensifiée à cause du Covid. Et aujourd'hui, le Sri Lanka est laissé dans une très grande précarité parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins et ils sont dans une très grande pauvreté parce que le tourisme ne leur permet plus de régénérer leur économie. Pour rappeler un chiffre, 95% des touristes se concentrent malheureusement sur 5% du territoire mondial. Voilà. Donc on est vraiment aussi aujourd'hui
Le tourisme durable, c'est 1%. Hein. Ici, dans cette salle, vous êtes en minorité totale par rapport au reste du monde. Et c'est super. Mais on peut faire changer les choses aussi avec 1%. Donc toutes ces réalités, elles nous poussent à revoir notre rapport au tourisme, bien sûr. Donc pour terminer cette conférence, on a voulu un petit peu vous partager ce que nous, on imagine être le tourisme de demain, le voyage de demain. Moi, un mot qui me parle beaucoup, c'est justement le mot voyage. C'est pour ça qu'on a écrit ici « Réinventer le voyage ». En fait, quand on revient à la racine du mot voyage, ça vient du latin « via ». Et « via », ça veut dire chemin, route. C'est pas la destination. Aujourd'hui, on est dans une société où justement le voyage, le but ultime, c'est d'aller dans une destination. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on se crame pendant toute une année, parfois dans des jobs qui ne nous plaisent pas, on finit limite en burn-out et on a une semaine de répit où il faut absolument prendre l'avion pour aller aux Caraïbes, pour bronzer au soleil, et hop, on va se détendre au soleil et on revient, et en fait on n'est pas forcément plus détendu qu'avant, parce qu'il n'y a pas eu forcément grand-chose qui s'est passé pendant cette semaine-là, et puis ça a été limite trop facile d'aller jusque dans les Caraïbes, quoi. Donc moi je vous invite vraiment aujourd'hui à revoir aussi votre notion de voyage. En tout cas, j'essaye au maximum moi-même de revoir ma notion de voyage. À quel point le voyage, c'est une aventure. À quel point, finalement, le but, c'est pas la destination, mais c'est le trajet en lui-même. C'est les rencontres qu'on fait, c'est les imprévus qu'on traverse aussi. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je pense que le voyage, ça peut aussi être une thérapie. Je l'ai vécu cet été. Nous, on habite en Bretagne, on habite à Rennes. Il y a eu tous les sécheresses, les canicules, y compris en Bretagne. Quimper, ils n'avaient jamais vu ça. Il y a eu 43 degrés cet été dans le Finistère. Ils ont eu donc les incendies des Monts d'Arrée. Peut-être que certains en ont entendu parler. Moi, cet été, je vous avoue que j'ai eu une grosse phase d'éco-anxiété. J'étais assez bloqué dans un immobilisme. Et Hélène m'a dit, Arthur, viens, fais tes bagages. On part pour un trip à vélo dans les Côtes d'Armor. Il faisait entre 37 et 39 degrés. Hein, donc je peux vous assurer que ce n'était pas forcément la meilleure période pour partir en vélo. On l'a quand même fait, on est parti 5 jours. Pendant 5 jours, c'était les 5 jours les plus ressourçants de mon été. Je suis parti, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas où on dormait. On a rencontré des gens formidables. Il y avait plein d'imprévus et surtout on était dans l'action. Et quand on arrivait à un lieu, alors on galérait pour trouver des lieux où dormir, mais quand on trouvait un endroit où dormir, c'était la satisfaction de se dire en fait on l'a cherché nous-mêmes et on y aboutit nous-mêmes. Donc c'est une forme de fierté dans la mesure où en fait on se dit en fait on l'a mérité quoi, cet endroit-là. Donc le voyage c'est aussi une question de dans quelle mesure on s'investit et on se donne, et du coup ça peut être une thérapie vis-à-vis de soi-même parce qu'on vit la chose, on est complètement vivant, on est complètement en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Et pour moi, une autre clé pour pouvoir repenser le voyage, ça rejoint un peu ce que disait la ministre dans la vidéo tout à l'heure, c'est changer sa façon d'être et pas uniquement sa façon d'agir, et notamment dans les relations sociales. Je pense qu'il faut qu'on gagne en humilité quand on se rend dans un endroit, en humilité pour le vivant, donc pour les populations locales, mais aussi pour la biodiversité, la faune et la flore. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Et notamment, quelque chose qui me fait assez rire, c'est que très souvent on entend, et de plus en plus, des gens qui partent en vacances et qui veulent vivre une expérience immersive, découvrir les cultures locales et rencontrer des locaux pour pouvoir s'immerger dans les sociétés. Et comme disait Arthur tout à l'heure, à côté de ça, 95% des touristes vont sur 5% du globe, donc finalement tout le monde va au même endroit. Et donc pour moi, repenser la notion de tourisme et de voyage, c'est aussi repenser ses relations avec les gens, les lieux où on va, essayer d'aller découvrir des endroits finalement qui sont peut-être moins attrayants sur le papier, qui sont moins instagrammables, mais avec des cultures qui sont différentes des nôtres malgré tout, et qui seront peut-être plus enclines aussi à accueillir des touristes, parce que plus rares, et parce que l'économie ne s'est pas faite autour de ce tourisme-là. Et je vous propose qu'on découvre plusieurs initiatives pour illustrer ça. Et avant de présenter les initiatives, moi je voulais quand même porter un message d'espoir auprès de vous. Je pense que là vous êtes plusieurs centaines ici à travailler dans le tourisme. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on parle de transition. Aujourd'hui, on est dans cette transition, et vous êtes des acteurs et actrices majeurs, parce que le tourisme, c'est un secteur qu'il va falloir transformer. Et aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités en fait sur la transformation de ce secteur-là. On est dans cette transition, il y a plein de modèles à inventer, plein de choses à repenser. Dans 10 ans, le tourisme sera totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est votre rôle à toutes et tous de repenser ces modèles-là. Et j'espère que très vite, on verra émerger plein d'autres initiatives comme celles qu'on va vous présenter là. Donc 3 initiatives qu'on vous a sélectionnées qui pour nous un peu incarnent le tourisme de demain, et je pense qu'un grand nombre d'entre vous les connaissent déjà. La première, c'est Selcop. Selcop, c'est une coopérative de transport en voilier, et c'est un super modèle parce qu'en fait c'est basé sur le fait qu'un voilier reste en moyenne 95% du temps à l'arrêt, un voilier de plaisance.
Donc là, le but, c'est d'utiliser tous les voiliers de plaisance un peu disponibles, à fret disponible, pour transporter des passagers qui souhaitent aller d'un point A à un point B, traverser notamment la Méditerranée ou la transatlantique. Selcop, ils ont à peu près 2 ans d'existence, ils ont fait leur première traversée vers la Corse cet été, ça s'est très bien passé. Et puis, ils font leur première transatlantique là, en novembre. Là où c'est très intéressant, Selcop, c'est que ce n'est pas uniquement une initiative pour aller jusqu'à un point de destination, c'est vraiment une vraie aventure. On ne sait pas quand, ils le mettent sur leur site lors du voyage, vous ne savez pas quand vous allez arriver. Le voyage va prendre entre 7 et 10 jours, admettons, en fonction du vent. Bien sûr, il y a aussi toute une aventure humaine, puisque vous êtes en contact avec d'autres personnes qui font la traversée avec vous. Donc il y a un côté social très fort, et puis il y a un côté réemploi. On réutilise cette fret qui est à l'arrêt le reste du temps, et en plus on fait vivre une économie. Donc c'est super, en payant des skippers, etc. Une deuxième initiative qui vient un peu illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le fait de diversifier les lieux touristiques, c'est Coco Lodge. Donc Coco Lodge, c'est une initiative qui propose de mettre des petites cabanes en bois dans les champs des agriculteurs. Donc ça a 2 avantages et 2 bénéfices. Le premier, c'est donc de diversifier les lieux touristiques, de permettre aux touristes d'aller dans des endroits où il n'y a pas d'autres touristes, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'autres hôtels, il n'y a pas d'autres auberges de jeunesse. Et donc ça permet d'avoir une vraie immersion dans les cultures locales. Et à la fois, il y a un rôle très social, puisque beaucoup des agriculteurs qui utilisent ce système-là sont en précarité financière. Et donc ça permet aussi d'apporter un complément de revenus à ces agriculteurs-là et de les rencontrer et de passer un peu de temps avec eux. Et enfin, la dernière initiative, c'est le woofing. Le woofing, c'est quoi? C'est du bénévolat dans des fermes maraîchères. On est nourri, logé en échange de l'apprentissage, de transmission de compétences de la part des maraîchers. C'est quelque chose qui se développe énormément en ce moment en France et ailleurs dans le monde. On a beaucoup d'amis et nous-mêmes, on est très férus de woofing. Et en fait, on considère ça comme des vacances aussi. Et c'est très ressourçant pour nous. On travaille 4 heures par jour, mais en fait, c'est du travail où on apprend des choses, donc c'est super riche. Et le reste du temps, on peut découvrir la vie locale. Souvent, c'est dans des lieux un peu perdus. Donc, on découvre des villages qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de découvrir auparavant. Et puis vraiment, c'est une immersion dans une famille, dans une vraie vie locale. Et c'est très riche. Et puis, bien sûr, plein de rencontres intergénérationnelles, parce que sur cette photo, il y a pas mal de jeunes, mais en fait, le woofing, c'est très intergénérationnel. Il y a des personnes de tout âge qui viennent, et c'est aussi très puissant, le message qui est porté à travers ça. Alors, on est un petit peu bloqué par le temps, parce que je crois qu'il fallait un peu qu'on rattrape notre temps. On voulait terminer par un truc un exercice, on va dire, pour vous rebooster et bien commencer cette journée. Si vous deviez réfléchir, trouver un mot, chacun, juste un, il y en a plein des mots, mais un, qui pour vous incarne vraiment le tourisme de demain. Un mot, je vais vous demander d'y penser fort, et à mon signal, on va tous le crier ensemble. Enfin, moi, je ne vais pas le crier parce que sinon, vous n'entendrez que le mien. Est-ce que vous êtes prêts? Un mot. On y va? 1, 2, 3, on dit à 3 ou quoi? 1, 2, 3. Nourrissant! Super. Alors, on n'avait pas prévu de ne rien entendre, vraiment. On avait prévu de pouvoir prendre des mots à droite, à gauche. Mais c'est pas grave. Bon, bah merci pour votre participation. On voulait juste terminer sur une citation. Merci beaucoup. On voulait juste terminer sur cette citation qui, pour nous, il y en a plein des citations sur le voyage et le tourisme, mais c'est une citation qui est assez importante. En route, le mieux, c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises, et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. Merci à tous pour votre participation. Bon séminaire. Merci à Nicolas Bouvier alors pour la citation, merci Hélène, merci Arthur. Vous restez encore 10 petites minutes. S'il y a des personnes, oui, Clémentine, elle a des choses à transmettre. Son mot, ton mot, c'était quoi ton mot que tu as crié tout à l'heure? Est-ce qu'on peut avoir le micro avec du son pour Clémentine qui est dans la salle? Ça fonctionne ou pas? Alors, c'était le micro qui était censé circuler par l'hôtesse, mais tout à l'heure, je l'ai donné à disposition. Ah bah non, parce qu'il faut que tu le gardes aussi, parce que tu es censé répondre. Ah d'accord.
Alors, vous demander de l'allumer, s'il vous plaît. Celui d'Arthur, du coup. Ça fonctionne? Oui, on t'entend. Ouais, ok. Comme d'habitude, sur le chat, n'hésitez pas à mettre des cœurs sur les questions qui vous intéressent pour ne pas les reposer. Puis comme ça, je pose aux intervenants les questions qu'on retrouve, en tout cas qui vous intéressent le plus. Première question qui a été beaucoup likée. Est-ce que finalement, en écoutant votre discours et vos exemples, est-ce que la rupture, c'est un luxe qui est réservé aux riches? Comment on fait quand on doit rembourser un prêt étudiant et qu'on doit juste travailler après le diplôme pour pouvoir manger? Est-ce qu'on est censé juste vivre avec cette dissonance cognitive et faire une belle dépression? Comment ça se passe? Quelles sont les solutions là-dessus pour les autres gens de la vraie vie? C'est une très bonne question, c'est la question de... Et merci pour les personnes qui ont posé ces questions-là. La question de la réalité sociale, en fait, tout simplement, et des choix sociaux, même en fait, des origines, des injustices sociales. On est désolé, d'ailleurs, on pensait qu'on n'aurait pas le temps pour l'échange, c'est pour ça qu'on a clôturé ça comme ça, mais c'est super si on a un peu de temps pour l'échange. Il y a un point qui est très important, qu'Hélène me souffle, mais c'est tout à fait juste, c'est le côté de la responsabilité, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais ces jeunes diplômés, ils sont ultra conscients des privilèges qu'ils ont, et on est ultra conscient des privilèges qu'on a d'avoir ce diplôme en poche, et du coup ça fait que, et je réinsiste là-dessus, mais ça se fait qu'on se sent vraiment responsable en fait, on sent qu'on a une responsabilité et que c'est notre devoir de mettre toute notre énergie au service du bien commun, que ce soit dans l'associatif, que ce soit en interne, dans des boîtes pour les transformer de l'intérieur, que ce soit en politique, que ce soit en inventant des nouveaux business models comme le fait Aurélie, c'est un devoir qu'on estime vraiment porter, quoi. Ça, c'est un premier point. Et on estime aussi que ce n'est pas à la personne qui travaille, qui est au SMIC, qui travaille comme une dingue pour nourrir ses 4 enfants, en tant qu'ouvrier sur une chaîne de, je sais pas moi, de vidage de saumon, de se poser des questions sur son choix de métier, malheureusement, parce que parfois, elle n'a pas le choix, en fait, tout simplement, de son métier. Donc c'est moins à ces personnes-là de se questionner. Maintenant, il y a une réalité aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour les personnes qui veulent s'engager, qui veulent trouver un emploi, et Melvin en est l'exemple, et vous le verrez dans le film, Melvin, il a juste le bac. Et aujourd'hui, il y a 3 personnes qui lui ont déjà proposé un CDI, parce que Melvin, vous allez découvrir, justement, il fait du woofing, il se forme en agroécologie, en maraîchage, en plein de choses, et grâce à ces compétences-là, en fait, il se rend compte qu'il vaut aussi de l'or sur le marché de l'emploi. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que le participer à la transition écologique, participer à la transition pour plus de justice sociale, même si on a l'impression que c'est une problématique de riches, aujourd'hui, il existe déjà des métiers où, en fait, c'est accessible à tous. Et d'ailleurs, il y a une école, et je terminerai là-dessus pour être assez concis, mais il y a une école, enfin des écoles qui s'appellent les écoles ETRE, écoles de la transition écologique et sociale. Elles sont situées un petit peu partout en France. Et en fait, c'est des écoles qui forment au métier de la transition, et de manière très simple, notamment beaucoup avec des personnes en réinsertion. Donc il y a vraiment tout un projet social derrière aussi. Est-ce qu'on peut poser encore, Sandrine, un peu de questions? Parce que ça y est, tout le monde a découvert le chat. Je vous invite à tous vous connecter pour la suite. Est-ce que si tous les jeunes désertent le tourisme traditionnel, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas celle-ci qui en a le plus, pardon. Est-ce qu'il faut recommander aux jeunes de déserter à vous écouter? Ou est-ce que plutôt, il faudrait aussi qu'ils aillent transformer les entreprises du tourisme et d'autres secteurs de l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de ces gens-là qui vont aller faire le sale boulot? Oui, alors c'est une excellente question et c'est une question qui est d'autant plus d'actualité depuis les discours d'AgroParisTech et d'HEC. Donc on a vu à quelques semaines d'intervalle autour de mai les discours des déserteurs d'AgroParisTech qui se sont mis à 8 pour dire qu'ils allaient tous sortir du système et qu'ils refusaient de travailler dans les entreprises. Et à 2 semaines d'intervalle, on a eu le discours de Anne-Fleur Legal de HEC qui transforme une entreprise de l'intérieur. Donc ce débat-là de transformer ou déserter, il a été extrêmement médiatisé dernièrement. Et nous, notre position là-dessus, c'est qu'il y a 2 choses. Premièrement, selon nous, il faut suffisamment de déserteurs pour pouvoir mettre la pression aux entreprises qui polluent. Aujourd'hui, le recrutement, c'est un enjeu phare pour beaucoup d'entreprises. Nous, de plus en plus, on est contactés par des entreprises qui n'arrivent plus à recruter. Le recrutement, c'est un levier de transformation extrêmement puissant pour les entreprises. Aujourd'hui, Total dit que le recrutement, c'est l'un de leurs enjeux prioritaires d'ici 2030. Énormément d'entreprises, comme par exemple Airbus, ont 30% de leurs effectifs qui quittent leur emploi avant la fin de leur période d'essai. Il y a des vrais problèmes de recrutement pour les entreprises qui polluent et ça les oblige à se questionner. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais, pour nuancer ce propos-là,
c'est aussi essentiel que des personnes en interne soient capables d'effectuer cette transformation-là. Ça demande beaucoup d'énergie et pour nous, c'est aussi une rupture que d'être en interne, à nager à contre-courant, à se bouger tous les jours, à essayer de lutter contre vents et marées pour pouvoir faire un peu... effectuer le virage de son entreprise. On sait à quel point c'est difficile, on connaît des gens qui font ça. C'est un travail de longue haleine, c'est très difficile et surtout c'est essentiel. Alors je voulais aussi, avant Clémentine que tu reprennes, c'est juste un petit mot sur la synthèse graphique que vous voyez s'afficher. C'est Julia David qui nous la propose et elle va ponctuer effectivement les différentes tables rondes, les différentes interventions avec son regard puisqu'elle est illustratrice et voilà, c'est ce qu'elle aime faire, c'est de synthétiser un peu tout ce qu'elle entend et de nous le proposer par des formes de dessin pour que ça permette de transmettre aussi le message d'une autre façon. Donc voilà, merci beaucoup à Julia, qu'on verra comme ça tout au long. Merci beaucoup. Une autre petite question, si on a encore un peu de temps. Quelle confiance accordez-vous aujourd'hui aux politiques publiques? À vous écouter, ça passe beaucoup par les initiatives individuelles. Or, l'architecture sociale de notre société, elle est basée sur les politiques publiques. Comment faire? Oui, c'est une très bonne question. Merci. C'est une question aussi délicate. On peut s'y perdre facilement. Non, clairement, je pense qu'encore une fois, et je rebondirai sur ce qu'a dit Hélène, il faut de tout. On a des amis qui sont dans les grands corps étatiques pour les transformer de l'intérieur, et je pense que c'est absolument nécessaire. Il ne faut pas oublier quand même que 60% des gens qui vont travailler dans les services publics le font pour servir l'intérêt général à la base. Donc il y a quand même dans les services publics, normalement, on va dire, un peu une quête de servir l'intérêt général, et on ne peut... J'ai envie de dire, on ne peut mieux normalement servir l'intérêt général qu'en allant travailler pour les services publics, et notamment dans les politiques aussi. Encore une fois, c'est comme pour les entreprises, je pense qu'il y a eu énormément d'années, et ça continue encore aujourd'hui malheureusement, de greenwashing, de belles paroles et très peu d'actions. On se rappelle tous du sommet de Rio, la Terre brûle mais nous regardons ailleurs, donc c'était déjà il y a 30 ans, et rien n'a changé depuis 30 ans déjà. Donc voilà, il y a tout ce lien de confiance à recréer par des actions, je pense, immédiates, très très concrètes, et le discours de la ministre est très bien, mais maintenant il faut d'ailleurs qu'il y ait des actions concrètes pour vraiment accélérer les transformations, pour recréer du lien de confiance aussi, je pense. Ouais, et juste pour compléter, un écueil dans lequel, selon moi, il faut vraiment éviter de tomber, c'est justement de rentrer dans une opposition des différentes formes de lutte, c'est-à-dire de se renvoyer la balle. On a trop tendance, depuis des dizaines, depuis là, plus précisément depuis quelques 3-4 ans, là, très souvent dans les discours, on entend « Ah, mais est-ce que c'est plus aux politiques publiques, aux entreprises, aux individus, aux assos ?» Et à un moment donné, en fait, tout est interconnecté. Ça veut dire que les politiques publiques vont influencer le comportement des entreprises et des individus, au même titre que les comportements des individus, les manifestations, ce qui peut sortir du bas, peut aussi influencer les décisions des politiques publiques. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui interagit les uns avec les autres. Et pour moi, il n'y a aucun acteur ou actrice à délaisser. Ils agissent tous ensemble. Et on était récemment avec l'agglomération de Châlons, qui nous ont fait intervenir, et eux ils mettent en place des choses hyper intéressantes à l'échelle de leur commune, tout comme l'a fait Damien Carême à Grande-Synthe dans le Nord, qui est maintenant eurodéputé, qui a mis en place des actions à la fois écologiques et sociales dans sa commune de Grande-Synthe pendant 20 ans. Par exemple, il a remplacé tout l'éclairage public pour faire de 500 000 euros d'économie qu'il a derrière réinjecté dans les salaires des personnes les plus précaires de sa commune. Donc c'est vraiment la preuve qu'on peut faire de l'écologie sociale et non punitive. Et pour moi, ces initiatives-là permettent d'ouvrir la voie à plein d'autres communes et d'initiatives vertueuses comme ça. Une toute dernière. Alors une toute dernière, 2 secondes, je réouvre ça. Si tous les jeunes désertent le tourisme traditionnel pour créer des initiatives à la marge, genre les tiny, etc., justement, comment s'adresser aux touristes classiques qui sont souvent moins aisés et ainsi essayer de transformer les pratiques touristiques à grande échelle? Moi, je pense que le gros enjeu, c'est de réinventer les récits qu'on raconte autour du tourisme. C'est de rendre le fait de faire un aller-retour Paris-New York moins attractif qu'aujourd'hui. Le fait de dire qu'aujourd'hui, aller faire un voyage en vélo dans les Côtes d'Armor, c'est hyper cool, hyper fun, et que ceux qui peuvent le faire, on leur conseille de faire ça parce que c'est beaucoup plus drôle, on rencontre beaucoup plus de monde et on prend beaucoup plus de plaisir que de faire un aller-retour Paris-New York. Et pour moi, il y a un vrai enjeu sur le fait de réinventer les récits. Je
prends des notes. Je réinvente le récit. Je pense que les gens qui sont cités dans la question ne faisaient pas des allers-retours Paris-New York. On n'a pas entendu la question, pardon. Dans la question je reprends juste la question de tout à l'heure. Les gens qui étaient cités, qui faisaient du tourisme plus traditionnel, ne faisaient pas des allers-retours Paris-New York. C'est ceux-là, comment on essaie de les toucher du coup? En fait, pour moi, au local, il se passe tout un tas d'initiatives. Enfin, c'est pas forcément l'avion ou quoi. C'est rien qu'au local, où vous avez de l'affrontement entre du tourisme classique, conventionnel, et du tourisme un peu innovateur et durable. Et comment est-ce qu'on fait des ponts? Mais c'est la même, c'est la question à $1 million, j'ai envie de dire. Il faut faire des ponts, il faut impulser des nouveaux imaginaires, il faut mettre en avant encore plus le tourisme durable avec ce que ça apporte. J'ai parlé tout à l'heure de thérapie, mais je pense que c'est aussi important de parler de tout ça. Et la notion, les mots, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans une cité, vous parlez d'écologie, ça ne passe pas. L'écologie, c'est un problème de riches. C'est vu comme un problème de riches. Par contre, vous parlez de sécurité alimentaire, de fin de mois, là, ça parle. Donc c'est pareil, je pense que pour le tourisme, il faut réinventer des mots pour justement toucher un maximum de personnes. Et peut-être que ça va être, je sais pas moi, connexion, reconnexion, thérapie, aventure. On a tous envie d'être aventuriers aujourd'hui dans nos vies. Je pense qu'on est beaucoup plus aventurier avec du tourisme qui se veut un peu novateur, qui se veut un peu plein d'imprévus, où on va rencontrer des gens. Regardez les succès des émissions comme Bienvenue en Terre Inconnue ou des choses comme ça. Alors que quand on va faire du tourisme conventionnel, justement, où tout est déjà très bien cadré et où on va au même endroit que tout le monde va pour prendre sa photo Instagram. Donc bien sûr, je pense cet enjeu-là qui est majeur. Merci beaucoup Arthur, merci beaucoup Hélène pour votre intervention. Merci.